Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous rentrons directement dans le vif du sujet sur les bases euh, qui sont vraiment les principes, les piliers de cette nouvelle hypnose. J'ai nommé ça dans la dernière vidéo, donc la structure mère de cette nouvelle hypnose. Nous allons découvrir ensemble les trois piliers de la nouvelle hypnose, donc les 4 postures, OARL. Nous allons rentrer bien sûr dans les détails. Nous découvrirons ensuite les 8 structures de conscience de la complexion humaine. Et puis, nous rentrerons aussi dans cette prise de conscience de qu'est-ce que c'est que l'activation des mots agissants, puisque cela fait partie bien sûr intégrante de ce travail. Voilà donc les 4 postures WARL, O-A-R-L, qui, vous le comprenez, vous le voyez sur l'écran, eh bien, veulent dire observer, accueillir, reconnaître et libérer. Nous allons donc, d'entrée de jeu, eh bien, expliquer ce que j'entends par observer. Évidemment, l'idée de l'observation, c'est quelque chose plutôt qui ne correspond pas à ce qui est la thématique, par exemple, du spectateur. C'est vraiment différent. On est vraiment dans quelque chose où nous n'avons aucun jugement. Donc, vous allez comprendre pourquoi observer c'est important et qu'est-ce qu'on observe, puisque c'est bien le but de cette base. L'observation, elle est importante pour pouvoir prendre conscience d'un certain nombre d'éléments que nous vivons intérieurement. C'est d'abord une observation intérieure, avant d'être, d'une certaine manière, une qualité d'observation à l'extérieur. Mais d'abord, nous devons commencer donc à l'intérieur, et vous allez comprendre que pour pouvoir commencer à transformer ou changer quelque chose que nous vivons intérieurement, il faut d'abord savoir de quoi nous parlons. Et effectivement, la meilleure posture, et c'est une posture mentale, hein, c'est le haut mental qui fonctionne, eh bien c'est justement donc d'être dans le zéro jugement, avec zéro intention de changement, en réalité, juste faire comme vous voyez sur cette photo, eh bien, comme une caméra qui serait présente dans une pièce et puis qui serait simplement sur on, hein, au niveau enregistrement, et elle prendrait bien sûr toutes ces informations. Voilà, donc être observateur, c'est comme adopter l'attitude d'une caméra, avec aucun jugement, aucune critique, aucune intention de changement. Pour l'instant, c'est une étape, hein, ce sont 4 étapes en fait, en réalité, qui sont à adopter. La première étape, donc, c'est l'observation que nous voyons là un peu plus dans les détails. Observer, c'est vraiment faire état de ce que nous observons. Il y a des choses qui peuvent nous échapper, évidemment, mais nous pouvons simplement dire, voilà ce que j'observe. Et là, précisément, c'est un dialogue interne que vous pouvez adopter intérieurement en vous disant, par exemple, je me sens dans une émotionnalité particulière sur une situation un peu compliquée. Et puis, eh bien, pour pouvoir changer ça, transformer ça, peut-être intervenir pour que ça change parce que ça s'est peut-être installé un peu trop longtemps, eh bien je vais pouvoir pratiquer d'abord cette posture, adopter cette posture d'observation. Évidemment, si vous observez des sensations, des choses pas très confortables intérieurement, mais puis que ça part parce que ça s'installe pas, eh bien vous n'avez pas évidemment à prendre cette attitude, à adopter cette attitude d'observation. Il s'agit là de préparer un travail avant une libération intérieure grâce à cette nouvelle hypnose. Et ce sont vraiment des étapes importantes à suivre. Donc la posture de l'observation, elle réside bien sûr dans la captation de l'information, donc d'un point de vue visuel, c'est une évidence, mais c'est aussi une captation de l'information sur le niveau auditif, mais aussi sur l'aspect sensoriel. Donc en réalité, vous allez vous mettre dans une posture intérieure, vous allez prendre beaucoup plus le temps, vous allez faire un focus sur ce que vous observez, ce que vous voyez. Peut-être que vous avez des images qui vous viennent intérieurement, si vous êtes dans une situation, par exemple, émotionnelle qui est pas très sympathique, plutôt même désagréable. Et puis vous avez peut-être intérieurement des sensations particulières. Donc ce que je vous demande, c'est de passer et de prendre le temps pour pouvoir observer ce qui se passe dans le sens perception. Est-ce que c'est quelque chose qui me brûle? Est-ce que j'ai de la chaleur? Est-ce que il y a des soubresauts? Est-ce qu'il y a voilà tous ces éléments qui sont et qui nous rapportent à l'aspect kinesthésique de l'expression émotionnelle? Et puis évidemment, eh bien quelque chose peut-être d'auditif, peut-être un langage intérieur, un dialogue intérieur qui pourrait s'engager et qui exprimerait aussi en partie ce que vous observez comme un état d'être émotionnel, par exemple, qui serait inconfortable. Alors, l'observation, c'est bien sûr sur l'aspect, sur la dynamique émotionnelle, c'est aussi sur la dynamique
mental, quand vous êtes plus dans l'inquiétude, qu'est-ce que vous observez comme dialogue interne? Souvent, quand on est dans une dynamique mentale inconfortable, l'inquiétude se traduit plutôt par un dialogue interne, assez toxique en général, assez négatif bien évidemment, et du coup voilà, on est en capacité avec déjà cette pratique de pouvoir écouter attentivement, entendre régulièrement les choses, enfin en tout cas d'une façon beaucoup plus focus, pour pouvoir justement ne pas en perdre une miette. Il se pourrait aussi que sur l'aspect de ce que j'appelle la posture de l'observation, vous puissiez simplement être dans l'observation. Donc j'observe ce que je perçois physiquement, kinesthésiquement, aussi dans le corps, tout simplement. Voilà, donc cette posture d'observation, c'est vraiment un art que vous devriez adopter. Et bien sûr, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, donc ça ne va pas de soi. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. En revanche, c'est quand même un des sens, et notamment c'est le 6e sens. Nous connaissons par la PNL notamment le fameux VACOG, le visuel, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif, et bien évidemment au niveau de l'odorat. Mais nous avons aussi un 6e sens. Et ce 6e sens, donc à ne pas s'y tromper, c'est vraiment l'observateur, c'est le sens de l'observateur. Le sens de l'observateur, c'est quelque chose d'important. Vous allez vraiment découvrir au fur et à mesure pourquoi c'est aussi important. On le voit maintenant donc par la suite. Alors, pour justement faire preuve d'efficacité dans cette technique, on a vraiment besoin finalement d'un focus complet. C'est-à-dire que la personne doit être dans l'observation de ce sur quoi en fait elle va commencer à travailler. On ne peut pas par exemple commencer à transformer, à changer quelque chose si la personne n'est pas ou n'adopte pas en tout cas cette posture de l'observateur. Donc, en tant que professionnel, vous allez guider la personne, simplement, vous allez faire comme une forme de conduite de pratique de l'observation, en faisant quelque chose de très simple, en lui expliquant très bien, d'une façon très simple, qu'est-ce qu'elle observe quand elle est dans cette émotionnalité, quand elle est confrontée à tel problème, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle entend intérieurement. Voilà, donc les 3 aspects déjà du VACOG, donc le VAC, mais aussi, évidemment, potentiellement d'autres aspects qui pourraient lui échapper comme ça au demeurant, puisqu'elle serait prise dans une forme de frénésie d'explication par rapport à son émotionnalité. Donc c'est dans cette pratique-là, l'hypnocoach qui va ramener la personne par des questionnements précis pour déjà savoir sur quoi nous allons travailler. Le fait d'accompagner les personnes et de les orienter et de les mettre dans un rail de travail, va augmenter bien sûr, vous le comprenez, l'efficacité au niveau donc du résultat pour éviter de partir dans tous les sens. Bien sûr, au demeurant, nous avons choisi un sujet de travail, évidemment. C'est le travail donc de l'anamnèse, mais ce n'est pas le propos là de cette vidéo. Donc voilà, donc ce principe, ce qu'on appelle donc la posture d'observation, je vous le rappelle, c'est bien sûr être observateur, c'est comme adopter l'attitude d'une caméra, et nous ne sommes pas forcément, en tant que hypnothérapeute énergéticien, en tout cas dans l'accompagnement, souvent nous sommes toujours force de proposition, on a peut-être des idées, on a peut-être des intuitions qui viennent, là, tout simplement, nous allons accompagner la personne à faire preuve d'observation, et du coup, nous sommes nous-mêmes dans cette posture d'observation, c'est-à-dire vraiment focus complètement ouvert pour pouvoir percevoir beaucoup d'informations qui peuvent transpirer par évidemment les mots choisis par la personne pour l'observation peut-être au niveau du calibrage, ce qu'on appelle au niveau du visage, qu'est-ce que son visage est en train d'exprimer, les micro-mouvements qui traduisent des émotions, des sentiments, des choses comme ça, qui nous intéressent puisque grâce à cela, nous allons pouvoir être encore plus efficaces. La deuxième partie, pour que ce pilier, ce premier pilier puisse être efficace, c'est le fait d'accueillir. Donc nous allons en réalité donc amener la personne à accueillir réellement ce qu'il se passe. L'observation nous permet de pouvoir simplement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc souvent, lors d'un accompagnement, je propose à la personne, je lui pose la question, par rapport à la situation que vous me décrivez, qu'est-ce que vous observez dans votre champ émotionnel? Et à partir de là, la personne est en capacité de me dire ce qui se produit. Donc, par exemple, elle peut ressentir sur une situation donnée, une problématique, une émotion, par exemple, de peur. Ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la honte.
Et c'est important que la personne se rende compte finalement de qu'est-ce qui se passe au niveau justement émotionnel. Donc ça, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, la première partie donc de l'observation. Mais l'observateur ou être dans l'observateur, c'est pas quelque chose qui est juste une forme de posture où je ne produis rien. Bien évidemment que c'est le cas dans la pratique même d'observateur, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas simplement être observateur pour être simplement dans l'instant présent, comme on entend souvent. C'est en fait être dans l'observateur pour pouvoir continuer, dans ces 4 étapes, la transformation, puisque c'est bien de cela dont il s'agit dans cette pratique. Donc, nous allons accompagner la personne à accueillir ce qu'elle observe. Ça peut paraître tout à fait, ça va de soi, comme ça, en se disant oui, c'est presque logique. En réalité, si vous observez bien, la plupart des personnes qui observent un mal-être, tout de suite ont un réflexe, une attitude de rejet. C'est-à-dire qu'on n'aime pas être mal. On peut dire aussi, les neurosciences en parlent, on n'a pas un cerveau qui fonctionne pour pouvoir rester trop longtemps dans de l'inconfort. Automatiquement, des mécanismes se mettent en place pour pouvoir éviter les inconforts. Et donc forcément, l'évitement, le rejet, ce sont pas des éléments qui nous permettent de pouvoir travailler sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous l'évitons, nous le rejetons, et donc pour pouvoir transformer quelque chose, il faut qu'il soit présent. Ça peut paraître logique ce que je dis, mais en réalité, il faut vraiment que la chose sur laquelle nous voulons travailler, je le rappelle, si c'est quelque chose qui s'est installé et qui est devenu vraiment handicapant, qui est vraiment devenu embêtant, qui nous amène à rester fixé là-dessus en permanence, quand les choses comme ça se chronicisent, quand ça devient chronique en fait, puisque c'est vraiment ce qui se produit, quand ça se produit évidemment, nous devons absolument accueillir cette chose-là, cette sensation, cette émotion ou cet état d'être qui est inconfortable. Donc nous devons l'accueillir. La plupart d'entre nous, on le sait et on le dit régulièrement tous les jours, on entend beaucoup ces thématiques dans le développement personnel notamment, où on parle beaucoup de ce fameux lâcher-prise. En réalité, le lâcher-prise, c'est pas quelque chose qui est simple à comprendre, voire même chez nous en Occident, c'est quelque chose qui créerait plutôt quelque chose d'énervant. On ne sait pas lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire réellement lâcher prise ? C'est vraiment très compliqué. Quelqu'un qui serait pris dans une dynamique émotionnelle particulière, des sentiments profonds, des situations relationnelles très compliquées, si vous lui dites simplement cette belle phrase de sagesse qu'on peut retrouver dans des citations ou des choses comme ça, c'est très bien, mais ça ne veut rien dire en termes de comment je fais pour lâcher prise. En réalité, il faut bien saisir cela. Peut-être que vous le savez, mais le cerveau a des fonctionnements très particuliers, et notamment notre subconscient, notre aspect subconscient, donc ce qui est une instance de travail à l'intérieur de nous. Quand notre subconscient reçoit de l'information extérieure ou reçoit notre suggestion, c'est-à-dire nos propres pensées conscientes, il doit, pour pouvoir générer un comportement, une attitude, il doit recevoir une information qui lui permette de faire quelque chose. Parce que si notre cerveau n'entend pas, ne reçoit pas une information précise qui lui permette de faire quelque chose, il ne peut pas entamer un processus comme le ferait par exemple un architecte, comme le ferait un scénariste. Il ne peut pas créer les scènes puisqu'il n'a pas les informations précises pour pouvoir mettre en scène, justement. Donc, par exemple, si nous prenons ce fameux exemple du scénariste, et qui est un très très bon exemple, le scénariste, lui, va prendre un scénario. Le scénario, il est écrit. Et si sur scénario, il n'est pas écrit précisément, cette personne qui se déplace dans tel endroit va prendre sa veste, va descendre, va ouvrir la porte, va descendre l'escalier, va se retrouver dans la rue, et donc le travelling au niveau vidéo, au niveau du suivi, etc., forcément va tenir compte de tout ça. Donc il va être suivi, donc ça va donner au scénariste toute la dynamique de travail pour qu'il puisse réaliser, donc rendre réel ce qui est écrit sur le scénario. Donc un scénario doit être absolument précis et doit décrire des actions. C'est pour ça que le scénario va être beaucoup plus simple ensuite à mettre en scène. On s'occupera après de la façon que l'acteur mettra tout ça en scène avec ses compétences, avec ses talents, mais pour l'instant le scénario doit être absolument précis. C'est exactement la même chose pour notre subconscient. Nous devons donc donner à notre subconscient de l'information vraiment précise sur des actions à poser. Nous devons avoir en soi réellement déjà un résultat concret de ce que nous voulons, comme si nous faisions une photographie de la situation déjà réalisée.
Et ce n'est pas tout, je viens de vous le dire, nous devons aussi savoir donner, en tout cas, les informations nécessaires pour que, eh bien, le scénariste puisse placer ses caméras, utiliser ses outils, diriger les acteurs pour pouvoir justement, eh bien, mettre en place ces fameuses scénettes qu'il va après assembler, évidemment, scénette après scénette pour faire ce scénario, ce film complet. Donc, pour l'accueil, c'est très important. Cette photo, donc, elle est très explicite. Accueillir, c'est vraiment à bras ouverts, ça veut dire je laisse les choses venir dans mon environnement intérieur. En l'occurrence, nous parlons de l'environnement intérieur parce que là, nous parlons des sensations, des perceptions intérieures, comme des émotions, comme des pensées. Ça peut être de la tourmente, de l'inquiétude, ça peut être des douleurs, tout un tas de choses. Mais là, nous prenons cet exemple sur l'aspect émotionnel, comme on l'a fait avec la première partie sur l'observation. Donc, j'observe qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment terrible à l'intérieur de moi. Je me sens vraiment bizarre, il y a quelque chose qui est pas cool. Très bien. Maintenant, je dois faire preuve d'accueil. Alors, contrairement à notre nature, comme je le disais tout à l'heure, habituellement, nous mettons d'un revers de la main, hop, on rejette ça, on ne veut pas se sentir mal, on ne veut pas accueillir ça, ce n'est pas possible. Donc, cet accueil, c'est vraiment quelque chose d'important. L'accueillir, ce n'est pas accepter, contrairement à ce que notre mental pourrait analyser ou interpréter. On n'est pas là pour dire je suis d'accord avec l'émotion, on n'a pas à être d'accord ou ne pas être d'accord, elle est là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire simplement, ok, puisque cette sensation émotionnelle, prenons une thématique comme la colère par exemple, je ressens cette colère. Personne n'a envie d'être en colère. Personne n'est, d'une certaine manière, satisfait de se sentir en colère. Ça fait vraiment plaisir à personne d'être en colère. Donc, on n'aime pas être en colère. Donc, automatiquement, on a pu créer des stratégies, des mécanismes comme ça de défense, d'évitement pour ne pas ressentir cette colère. Culturellement, par exemple, on peut nous dire c'est pas cool d'être en colère. On ne doit pas être en colère. Comme on dit souvent avec les hommes ne doivent pas pleurer. C'est pas possible. Les hommes ne pleurent pas. Ils sont pas aussi sensibles que ça. Attention, etc., etc. Or, quand une émotion, elle est là, elle est présente. Quand on parle du moment présent, c'est simplement dans ce qui est, c'est-à-dire être dans l'observation des choses qui se produisent. C'est pas simplement d'être vous simplement planté là comme une statue qui serait juste dans l'observation. C'est observer les choses et les accueillir. Donc le deuxième mouvement, c'est vraiment l'accueil. Et vous observerez que lorsque vous accueillez une émotion, par exemple, comme de la colère, de la tristesse ou quelque chose d'autre, une angoisse, une peur, eh bien, intérieurement, quelque chose se produit. C'est-à-dire que le fait simplement d'accueillir, eh bien, vous allez déjà vous sentir beaucoup plus apaisé. Au lieu d'avoir une peur qui augmente, parce que vous avez créé du mental qui imagine une suite qui est pas cool, là on n'est pas dans l'accueil. Dès que votre mental se met en place parce que vous avez observé qu'il y a un mal-être, vous n'êtes pas du tout dans l'accueil. Le mental est déjà en train de s'approprier la chose qui vient d'être observée et il essaye d'en faire quelque chose. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et on dit souvent aux personnes faites comme ceci, faites comme cela. C'est là où on donne des conseils à peu près comme ça, à peu près en disant bah voilà faites ceci ou faites cela. Mais ça ne peut pas fonctionner réellement en profondeur pour pouvoir transformer quelque chose d'une manière absolument véritable et complète. On va peut-être bien agir d'une certaine manière avec des petits mécanismes comme ça de défense, des mécanismes de transformation, des mécanismes d'évitement peut-être, mais en aucun cas vous réglez votre problème quand c'est quelque chose, je le disais tout à l'heure, donc de récurrent. Accueillir, c'est vraiment l'action que votre subconscient, donc le mécanisme du cerveau subconscient, eh bien, il est capable de faire quelque chose. Donc, je me mets en posture d'accueil. Si je me pose intérieurement et que je dis, j'accueille ce que je ressens, j'accueille ce que je perçois. Vous donnez à votre subconscient un mécanisme actif et il va pouvoir donc adopter l'attitude, adopter un comportement qui n'était peut-être pas habituel jusqu'ici, au contraire du fait d'être dans un réflexe face à l'inconfort de rejet automatique parce que ça nous incommode, parce que ça ne convient pas. Donc, faire preuve d'accueil, c'est cela. Ça permet justement, eh bien, de pouvoir ensuite adopter une autre attitude qui est une invitation au changement, puisque c'est bien pour ça que nous le faisons. Quand nous allons travailler et mettre la personne et la placer dans cette nouvelle hypnose, vous verrez que le fait de la placer dans ces postures-là, donc, premièrement, donc, je le rappelle, l'observation. Deuxièmement, l'accueil. Eh bien, les choses vont pouvoir se décanter et se transformer beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, rien ne change facilement sans que cela soit accueilli. Pour pouvoir changer quelque chose, une fois que vous l'avez observé, que vous l'avez accueilli,
Grâce au fait que vous ayez fait preuve d'accueil, vous allez pouvoir savoir de quoi il s'agit. Peut-être que tout de suite, et beaucoup de personnes, vous devez vous en rendre compte, n'ont pas la culture des mots. Hein. Donc, comme on dit, beaucoup de personnes ont du mal à mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Et en réalité, ce qui est normal, elles n'ont pas forcément appris, elles n'ont pas forcément une culture justement, de ce qu'on appelle la reconnaissance des émotions, des sensations, des choses comme ça, parce qu'elles n'écoutent pas forcément cela, s'y intéressent pas forcément, elles se sont pas documentées sur ces dynamiques-là. Et en fait, pour pouvoir transformer quelque chose, il est nécessaire de savoir de quoi nous parlons. Si vous n'avez pas d'abord observé, évidemment c'est le préalable, que vous n'avez pas accueilli, comment vous allez pouvoir reconnaître de quoi nous parlons? Prenez vraiment, nous reprenons étape par étape. La personne ressent, une personne que vous suivez, ressent un mal-être. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, parce que pour l'instant, elle observe qu'il se produit quelque chose. Donc vous allez pouvoir simplement, par l'observation, en amenant dans l'observation, lui permettre déjà de pouvoir percevoir quelque chose d'un peu plus précis. Mais c'est pas encore totalement précis. Le fait de l'amener à accueillir cette chose, cette sensation, donc faire en sorte qu'elle ne mette pas d'un coup comme ça de main, un coup de revers de la main, cette sensation, ça va vous permettre tout simplement de reconnaître ce que c'est. Et reconnaître ce que c'est, ça nous permet de pouvoir enfin travailler dessus. On ne peut pas travailler sur quelque chose qui n'est pas encore consciemment reconnu. Voilà pourquoi sur cette photo, vous voyez que reconnaître, c'est quelque chose, hein, donc vous le lisez, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est ce que dit la physique quantique notamment. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ça ne veut pas dire en fait que ce qui n'est pas nommé n'existe pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça n'existe pas de façon intrinsèque, ça veut dire que ça n'est pas conscient. Donc, si vous n'êtes pas conscient, par exemple, si vous ne savez pas où se trouve l'interrupteur dans une pièce que vous ne connaissez pas pour éclairer une pièce qui est dans le noir, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, si vous ne reconnaissez pas où se trouve cet interrupteur, vous ne pouvez pas appuyer sur cet interrupteur et puis faire ce que vous vouliez, c'est-à-dire changer cette pièce sombre en une pièce allumée, beaucoup plus lumineuse. Et vous vous sentez bien sûr beaucoup plus sécure puisque tout est éclairé, vous voyez plein de choses que vous ne voyiez pas avant. Alors comment appuyer sur cet interrupteur si vous n'en avez pas conscience? L'interrupteur est toujours présent, mais vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas conscience. C'est ça la posture de reconnaissance. Reconnaître, c'est prendre conscience de ce qui est. L'invisible devient visible grâce à l'action de la conscience. Donc, à partir du moment où vous placez votre conscience sur quelque chose, vous pouvez utiliser le mot conscience, notamment dans ce cas-là, comme un projecteur. Vous mettez de la lumière sur quelque chose. Prendre conscience, mettre de la conscience sur quelque chose, c'est mettre de la lumière sur quelque chose. C'est ça la conscience. La conscience éclaire. Et grâce au fait de pouvoir justement, prendre conscience, parce que vous avez observé, parce que vous avez accueilli cette émotion, par exemple, si c'était le cas, vous allez pouvoir enfin commencer à transformer cette expérience intérieure qui est désagréable. Alors c'est un fait, mais le fait qu'elle soit désagréable, c'est pas le problème, puisqu'en fait, en réalité, on n'a pas à être en chasse ou en guerre contre quelque chose de désagréable. C'est désagréable, c'est une chose, mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'en réalité, cette information qui remonte à la surface, c'est comme un messager. Donc les émotions, rappelez-vous, ce sont des émotions, ce sont des messages qui nous indiquent quelque chose. Donc si on veut faire la chasse à ce qui est émotionnel et qu'on utilise des techniques de libération émotionnelle sans réellement impliquer ça dans un travail de prise de conscience et de reconnaissance de ce qui se joue en réalité dans les coulisses de la personne au niveau inconscient, alors je pense que on fait fausse route parce que du coup, nous essayons d'enlever quelque chose, nous enlevons un message qui en réalité, est le messager, parce que l'émotion n'est pas le message, l'émotion est le messager. Et si nous nous débarrassons du messager, forcément, nous n'avons pas le message, et ça serait vraiment, de mon point de vue, en tout cas, un problème réel en termes d'efficacité d'accompagnement. Donc, la posture de la reconnaissance, donc être vraiment dans le « je reconnais ce que c'est », va me permettre de pouvoir, nommer par exemple cette émotion et dire « ok, je reconnais que c'est de la colère ». Très très bien. Une fois que cette dynamique de reconnaissance est en place, nous allons pouvoir passer à cette étape de libération qui est vraiment quelque chose d'important. Je voudrais là juste donner
des informations qui sont importantes, mais qu'on retrouvera et qu'on retrouve dans la pratique de cette nouvelle hypnose. Eh bien, libérer pour moi, c'est laisser aller. C'est pas quelque chose que nous devons extraire comme opérer dans le sens chirurgical ou même dans un sens où on voudrait se débarrasser de quelque chose. Ce qui se passe souvent, c'est que le messager, donc l'émotion qui est présente, là, par exemple comme la colère est un messager, une messagère si vous préférez. Et donc, elle transporte une information. Et donc, elle a besoin de circuler, elle a besoin en fait de fonctionner, elle a besoin de se déplacer. Le fait qu'elle est intérieurement au début non perçue, puis qu'elle commence à monter à notre conscience, puisqu'elle commence à grandir, à venir de plus en plus, et on en prend de plus en plus conscience, c'est un déplacement, c'est un mouvement. Et en termes de posture, cette quatrième posture, qui est vraiment la posture finalement qui nous intéresse peut-être le plus dans cette pratique, dans cette nouvelle pratique d'hypnose, c'est effectivement la libération, puisque cette nouvelle hypnose est une technique d'hypnose de libération précisément. Eh bien, elle nous permet justement d'accompagner ce qui était en train de bouger, le mouvement qui était déjà en cours. C'est ça libérer. C'est pas j'arrache quelque chose, j'enlève, j'extirpe, j'opère. Non, on n'est pas sur cette intention-là. Libérer, c'est une intention précise de laisser la chose aller, de la laisser passer sans résistance, donc de ne pas opposer de résistance, de ne pas faire preuve notamment de répression, comme on fait beaucoup, sans que nous nous en rendions compte, ne serait-ce déjà que par respect du fait de rejet, c'est-à-dire le contrat de l'accueil, vous l'avez compris. Donc, cette dimension de libération est très, très, très importante, puisque c'est vraiment ce qui est finalement le Graal. Quand on est arrivé là, c'est que nous avons déjà franchi les 3 premières postures qui sont incontournables. Donc, la posture de libération, c'est le changement, bien évidemment, c'est vraiment apporter ce changement. Et le changement est le résultat donc du premier principe de la vie. On dit que la vie est libre, justement, et la liberté, c'est bien l'expression du changement. Quand les choses bougent, on dit que la vie, c'est un mouvement permanent. Effectivement, la vie est en mouvement permanent. Et en fait, tout bouge sans arrêt. On a une tendance avec notre fonctionnement mental, puisque c'est un problème d'éducation de notre mental, tout simplement, eh bien, on a une tendance à vouloir figer les choses, en fait, à vouloir les fixer. Ça nous rassure, ça nous permet de pouvoir nous sentir bien en sécurité. C'est quelque chose d'assez naturel, et ce qui est dans une certaine mesure complètement normal. Nous devrions adopter et avoir conscience que même les choses qui peuvent se répéter et qui nous rassurent, qui se ressemblent, qui se répètent, ne sont jamais vraiment les mêmes choses. Ce sont des choses qui se répètent, mais qui ne sont pas vraiment exactement pareilles. Similaire ne veut pas dire exactement pareil, en tout cas. Donc c'est toujours différent, on s'en rend pas compte, il y a toujours des petites choses qui diffèrent, mais ça nous rappelle quand même un certain nombre d'éléments et ça nous rassure. Donc, avoir des points comme ça de repère, c'est important, mais vouloir fixer et figer les choses, c'est là où c'est là où les problèmes commencent, puisque quand vous commencez à figer les choses, vous comprenez ce que ça veut dire, vous les fixez, nous les cristallisons, et c'est comme ça que les problèmes commencent à se mettre en place. Donc ça aussi, c'est important à prendre conscience, et que vous en ayez conscience pour que dans l'accompagnement de votre client, de votre patient, vous puissiez l'accompagner de la façon donc la plus efficace possible. Voilà, donc nous avons vu déjà ces éléments. Vous comprenez déjà que c'est assez riche comme contenu. C'est quelque chose qui est important. Donc vous le savez, avant même de commencer à placer la personne dans cette nouvelle hypnose, dans cette transe qui est vraiment une transe hypnotique, vous voyez que cette préparation-là est importante. On peut pas juste rentrer comme ça en un claquement de doigts après des tests d'hypnose traditionnels. Pour commencer à faire ce travail, on n'est pas du tout sur les mêmes perspectives. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure que cette nouvelle hypnose est vraiment nouvelle en elle-même et qu'elle n'a pas de base ou elle n'a pas de lien concret avec les hypnoses connues habituellement, donc ce qu'on appelle l'hypnose classique ou l'hypnose ericksonienne. Je vais vous présenter maintenant les 8 structures de conscience de la complexion humaine. Très important aussi à savoir, puisque si nous ne savons pas comment nous sommes constitués, si nous ne connaissons pas les structures de conscience de notre complexion humaine, qu'est-ce que j'appelle la complexion humaine? Quand vous voyez la liste en dessous, vous comprenez pourquoi on parle de complexion. On peut dire que l'être humain que nous sommes, est agencé. Ce sont des systèmes, des structures qui sont agencées les unes avec les autres. Un petit peu dans l'esprit des poupées russes, si vous préférez.
Et ce sont des systèmes, en réalité, qui sont des structures de conscience. Et nous allons voir ensemble, donc, ces fameuses structures de conscience. Pourquoi c'est important de connaître ces structures de conscience? Parce que comment vous allez pouvoir accompagner quelqu'un à libérer un certain nombre d'éléments qui se sont cristallisés au cours de son existence et qui font souffrance et qui, globalement, d'une certaine manière, l'amènent à vivre des problématiques de manière chronique. C'est bien dans ce sens-là que ça nous intéresse. Si vous ne savez pas dans quelle zone, dans quelle structure, où se situent finalement, eh bien, les fameuses perceptions que ces personnes peuvent avoir, notamment si nous parlons des émotions de surface, notamment si nous parlons des sentiments profonds, notamment si nous parlons des pensées. Tout le monde parle des pensées, des sentiments, des émotions, mais il n'y a aucune référence, aucune désignation précise pour expliciter très clairement qu'est-ce que c'est qu'une pensée, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment, qu'est-ce que c'est qu'une émotion. On le sait d'une façon comme ça empirique. On reconnaît une émotion, par exemple l'émotion de tristesse. Bon, ben voilà, c'est une émotion, c'est ça. La tristesse est une émotion. Bon, on a expliqué, on a mis une étiquette, mais en aucun cas on a compris ce qu'est de façon intrinsèque une émotion. Personne n'a mis dans une fiole de laboratoire ou dans une éprouvette une émotion. Ça n'existe pas. Et pourtant, pour pouvoir agir sur quelque chose, nous devons agir sur quelque chose qui est présent. Donc, vous voyez, la contrainte, elle est là. C'est si on commence à essayer de changer quelque chose sur lequel on ne sait pas vraiment où est-ce que ça se situe et quelle est la conception de cette émotion, qu'est-ce que c'est réellement, il nous manque énormément d'informations pour être efficace. Et vous verrez que dans cette nouvelle hypnose, eh bien, la précision, c'est réel, c'est vraiment important. La précision, c'est ce qui fait l'efficacité. Donc, notamment, nous devons connaître ces 8 structures de conscience de la complexion humaine. Donc, préparez-vous, je vais vous donner ces informations maintenant pour la suite de cette vidéo. Voilà donc les premières structures. Donc, je vais parler donc des 8 structures de conscience de la complexion humaine. Donc, la structure moléculaire, la structure atomique, la structure subatomique, la structure ondulatoire. Donc, nous allons les voir maintenant. Et puis, nous verrons après le reste ensuite. Les fameuses donc 4 structures de conscience corporelle, de la conscience corporelle. Je parle bien de la conscience du corps. Souvent, on vous dit, voilà, c'est important souvent, par exemple, quand on fait de la sophrologie, quand vous faites des sessions comme ça de travail sur la détente, etc., la détente musculaire, on parle bien sûr d'une détente corporelle. Là, nous parlons des 4 structures de conscience corporelle. C'est pas pareil que d'avoir conscience, par exemple, de votre pied. Là, si je vous dis, fixez votre attention, vous respirez tranquillement, vous fermez les yeux et vous allez prendre conscience de votre pied. Automatiquement, en plaçant votre conscience dans le pied, comme étant cette zone du corps sur laquelle vous faites le focus, eh bien vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui se produit dans votre pied, effectivement. Donc, vous allez prendre conscience, eh bien peut-être de sensations, de choses particulières. Vous allez savoir si votre pied, eh bien, il est plus ou moins chaud, s'il est plus ou moins froid, s'il y a des fourmillements, si vous le sentez vraiment, s'il y a des pertes de sensations, des choses comme ça. Vous allez pouvoir vraiment prendre conscience de ces choses-là. Pourquoi? Puisque vous faites un focus sur votre pied. Il ne s'agit pas là de cette dynamique-là quand nous disons prendre conscience. Donc, on dit les 4 structures de conscience corporelle. Il s'agit simplement de prendre conscience, en réalité, non pas simplement de votre pied. Et là, on est dans la conscience moléculaire, c'est-à-dire physiologique, biologique du corps. Mais nous allons rentrer dans la structure de conscience corporelle dans sa globalité, puisque ce n'est pas simplement localisé dans un organe, une zone du corps, c'est vraiment global. Et nous allons visiter et nous allons incorporer les différentes structures grâce à notre conscience. Pardon. Donc voilà, la conscience moléculaire, c'est la conscience du corps. Les molécules, voilà, qui sont agencées, donc pour faire ce que fait que nous voyons un corps tel qu'il est aujourd'hui. Donc autant pour la colonne vertébrale, les os, les organes, les tendons, les fascias, toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une structure atomique. Aucune cellule, donc puisqu'on parle de molécules, mais aucune cellule n'existe sans atomes. Donc nous avons en réalité aussi une structure atomique. Chaque cellule est dotée d'atomes aussi. Nous avons des structures qui sont agencées comme des poupées russes. Donc les molécules, structure moléculaire qui est agencée avec une structure atomique, ça c'est très important, donc les atomes. Mais
Personne n'a jamais vu d'atome seul. Un noyau atomique, ce qu'on appelle donc le noyau atomique précisément, est toujours entouré avec un mouvement très particulier de ce qu'on appelle les particules subatomiques. Voilà pourquoi nous parlons aussi donc de la structure subatomique du corps, donc de votre corps physique. Structure atomique donc du corps physique, structure subatomique de votre corps physique et structure ondulatoire du corps physique. Quand on parle de la structure atomique, en réalité, nous parlons là précisément des émotions. Et pas n'importe quelles émotions, les émotions de surface. Donc, je rentre pas dans les détails ici, mais vous allez comprendre que c'est très important de savoir que notre structure atomique héberge, d'une certaine façon, eh bien, nos émotions de surface. Vous comprenez du coup que le système et la structure de conscience subatomique, eh bien, héberge aussi un système émotionnel, mais qui n'est pas le système émotionnel de surface. Quand je parle de système émotionnel de surface, c'est les émotions que nous ressentons assez facilement. C'est pour ça que je dis surface. Mais nous avons aussi un système subatomique, un système émotionnel subatomique qui correspond en réalité à ce que nous appelons communément les sentiments. Nos sentiments sont hébergés, si vous préférez, dans cette structure subatomique, donc du corps. Et nos pensées, c'est-à-dire une pensée, souvent, nous parlons de ça en physique quantique notamment, mais eh bien la pensée en réalité est une onde. Voilà, donc notre structure ondulatoire est existante aussi, et ce sont ces 4 structures de conscience corporelle qui travaillent ensemble et qui interagissent ensemble. Et c'est très important de comprendre comment tout cela fonctionne. On rentre bien sûr dans ces détails d'explication tout au long de notre formation, puisqu'il existe bien sûr cette formation pour cette nouvelle hypnose. On en parlera plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que connaissant maintenant ces structures, eh bien, vous pouvez en réalité, eh bien, commencer à travailler très concrètement, à pouvoir libérer des éléments qui sont des éléments concrets pour la personne. Eh bien, vous pouvez l'accompagner concrètement à libérer quelque chose et qui va lui permettre, bien sûr, de pouvoir justement transformer et changer. On n'est pas dans de l'à peu près. On ne peut pas faire des choses comme ça au bon petit bonheur la chance. Je vous le rappelle. On est là grâce à cette première vidéo que vous avez vue. J'ai vécu des difficultés très complexes au niveau de santé et tout cela m'est apparu au fur et à mesure que j'ai appris à comprendre, à percevoir, à reconnaître un certain nombre de choses et j'ai pu en faire justement, eh bien déjà dans cette nouvelle hypnose, eh bien ce premier pilier qui est donc la connaissance. Donc ce deuxième pilier, la connaissance des structures de conscience corporelle. Voilà. Donc j'en dirai pas plus pour ça, mais ça va déjà vous éclairer puisque nous avons besoin de précision pour tout. Quand vous opérez, quand un chirurgien opère, il peut pas faire son opération chirurgicale si c'est fait à l'à peu près. C'est complètement hallucinant de l'imaginer. Et pour autant, il nous manque beaucoup d'informations dans différentes pratiques, notamment pour pouvoir être vraiment efficace. Nous voyons maintenant donc les 4 structures de conscience non corporelle. Alors, on parle là du champ mental, du champ astral. On va déjà en rester là, on va déjà donner des explications là-dessus. Et puis du champ causal et de ce qu'on appelle du champ de supraconscience ou de la supraconscience. Je vais donner quelques explications très concrètes là-dessus pour éclairer votre lanterne et que vous compreniez que là aussi, on ne peut pas faire preuve d'à peu près si on n'a pas vraiment des informations concrètes, précises. Eh bien, on ne va pas pouvoir d'une façon très précise, être compétent sur amener un changement et donc arriver à un résultat qui nous intéresse et qui intéresse surtout les personnes qu'on accompagne. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet sur les premières structures de conscience, et là je le dis bien, donc non corporelles. Ce ne sont pas des structures qui sont des agencements, donc des structures de conscience comme on l'a vu tout à l'heure, à l'intérieur même du corps. Donc le champ mental, c'est d'une certaine manière, avec le champ astral, on appelle ça communément le corps mental ou le corps astral. Vous voyez à peu près sur quoi on évoque, à quoi ça a trait. Champ mental, champ astral. C'est important de comprendre que le champ mental et le champ astral, c'est en même temps, parce que souvent nous parlons du subconscient et de l'inconscient, et bien en même temps, cela correspond à ces éléments-là. Subconscient, inconscient. Nous avons une activité mentale consciente et une activité mentale subconsciente et une activité mentale inconsciente. Ça, c'est très important. Si déjà ça, c'est pas clair, eh bien, on peut pas, je pense, vraiment fonctionner concrètement. On peut pas être efficace.
Le champ astral, c'est une structure, un corps à proprement parler, d'énergie, qui est un cloud qui enregistre, qui stocke, si vous préférez, le résultat des différentes perceptions émotionnelles, donc si on entend de surface ou des sentiments profonds, et qui enregistre en réalité cette information. C'est une forme de base de mémoire, un stockage de mémoire émotionnelle. Et en même temps, notre champ astral, notre corps astral, c'est surtout quelque chose qui est, d'une certaine manière, comme un émetteur et un récepteur. Alors c'est vrai pour le champ mental, on va mieux le comprendre. On dit souvent que notre cerveau est un émetteur et un récepteur, donc on comprenait comme une radio. Donc on peut une radio bien sûr qui émet et qui reçoit de l'information, mais le champ astral c'est aussi un récepteur et un émetteur, mais de structure émotionnelle. Donc tout ce qui est relatif en fait avec on pourrait dire une modalité spécifique. On peut dire par exemple voilà que votre corps astral, votre champ astral, le champ astral de quelqu'un, eh bien il fonctionne avec une modalité, donc c'est comme on pourrait dire une capacité. Et sa capacité, c'est soit d'attirer comme un aimant, soit de repousser. Il faut bien comprendre que c'est vraiment le fonctionnement de ce corps. C'est un corps astral qui n'a rien à voir avec le corps physique de la personne. C'est un corps à proprement parler, donc vraiment complet, qui est vraiment qui n'a rien à voir directement avec le corps physique, mais qui a des modalités, qui a, on va dire, une qualité particulière, ou deux qualités particulières, le fait de pouvoir avoir la qualité d'attirer, donc une qualité d'attraction, et une qualité de répulsion. Et ça, c'est très important de le savoir parce que c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. C'est quelque chose qui tourne en réalité en permanence. C'est comme un tourbillon énergétique qui est autour de la personne. Et ce champ-là, ce champ astral, en réalité, eh bien, suivant comment il est polarisé, c'est-à-dire si la structure du corps astral est d'une certaine manière beaucoup plus orienté d'une façon polarisée, d'une façon négative, eh bien, il va être dans son fonctionnement d'attraction, il va attirer des éléments négatifs. Et si vous l'utilisez d'une certaine manière dans l'aspect répulsion, puisque c'est vraiment les deux mouvements, c'est un petit peu comme l'inspire et l'expire au niveau physique. Expirer n'est pas quelque chose de mauvais en soi, non. Donc la dynamique de la qualité finalement de repousser les choses n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de mauvais. Ça fait partie des outils des moyens que nous avons à notre disposition, eh bien de pouvoir savoir par exemple mettre de la distance sans forcément parler. Quand on parle d'un langage non verbal, eh bien il y a quelque chose de notre corps astral qui se met en place et qui fonctionne. Voilà donc une petite information, une petite pépite que je vous livre là et qui vraiment fonctionne de cette façon-là. Donc rappelez-vous, attraction, répulsion. Ok ? Donc ça c'est important. Donc notre corps astral, lui, il a cette modalité de travail et c'est son job un petit peu, j'ai envie de dire, de pouvoir faire cela. Pourquoi ? Parce que quand vous apprenez quelque chose, lorsque vous prenez de l'information, il faut bien que votre champ astral soit dans d'abord la dynamique d'attraction au lieu d'être dans la dynamique de répulsion, sinon vous n'enregistrez rien, vous ne gardez rien. Donc c'est important de comprendre ce fonctionnement-là. Votre champ mental, lui, bien évidemment, il prend aussi de l'information. Je disais que c'est une structure qui est aussi comme un émetteur, donc émetteur-récepteur. Donc votre champ mental, votre cerveau, donc d'une certaine manière, si on peut le dire comme ça, va émettre des ondes, des fréquences, et va recevoir aussi des ondes et des fréquences. Donc on est constamment, comme ça, pris dans un flot d'informations qui nous vient, qui pénètre à l'intérieur de nos structures de conscience non corporelles, mais aussi qui passe ces structures-là pour rentrer dans notre structure de conscience corporelle, celle que nous avons vue tout à l'heure. Et évidemment, c'est important de comprendre cette notion un peu différentielle de subconscient et inconscient. On ne parle pas de la même chose. Le subconscient, c'est vraiment quelque chose de précis. Donc l'activité subconsciente, si vous préférez, c'est quelque chose de précis. Et l'activité inconsciente est quelque chose aussi de précis. Et cela, si c'est trop large, si c'est trop imprécis, eh bien nous ne pouvons pas accompagner efficacement les personnes. Et ça, c'est pour moi, vous l'avez compris, incontournable et très important. Donc, notre subconscient, c'est celui qui,
on va dire, le terme que j'utilise est assez précis, assez clair. C'est ce qu'on appelle en réalité une sphère intérieure, une forme de conscience, si vous préférez, une instance de décision, une instance qui fonctionne, une intelligence qui n'est pas l'intelligence de notre conscient, ce qu'on appelle le mental habituellement, le conscient. C'est une intelligence qui conceptualise, qui crée des attitudes, qui crée des comportements en réalité, et qui, parce qu'il a des modalités, donc le subconscient, le mental subconscient a des modalités très particulières, notamment il a besoin de recevoir de l'information pour pouvoir justement travailler. Donc il récupère des images, il est très sensible aux images, très sensible à ce qu'on pourrait appeler une impulsion émotionnelle, donc les émotions, les perceptions émotionnelles, très important. Et puis évidemment aussi donc les mots, mais pas n'importe quel mot, vous verrez, on va voir ça un petit peu plus tard, mais des mots qui sont des mots agissants. On n'en dit pas plus. Votre inconscient, lui, en revanche, qui est toujours dans l'aspect mental astral, puisque tout ça est agencé, nous avons un corps mental, un corps astral qui travaillent ensemble et qui, l'un sans l'autre, ne pourraient pas fonctionner. Donc, vous avez une interface mentale, comme par exemple ce serait l'écran de l'ordinateur, vous allez percevoir des choses, vous avez accès à ces choses-là, et puis le champ astral est beaucoup plus profond, c'est quelque chose donc qu'on ne perçoit pas d'un point de vue comme ça, c'est pas visuel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relié à quelque chose qui est dans le ressenti, c'est un peu plus profond. Et l'inconscient fonctionne avec cette dynamique-là, c'est un peu plus profond. Nous n'avons pas conscience, par définition, de ces informations. Et c'est pourtant des informations qui sont là, qui sont présentes. Rappelez-vous, je le disais tout à l'heure, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ça existe en nous, mais si nous ne le nommons pas, si nous n'en avons pas conscience, nous ne pouvons pas travailler dessus en réalité. Et c'est là que nous devenons vraiment très efficaces pour accompagner le changement. Donc, l'inconscient est une zone précisément de stockage un peu plus profonde qui reçoit en réalité les impulsions, les dynamiques, les nouveaux comportements, les impulsions du subconscient qui crée, qui fabrique. C'est l'architecte, le subconscient. C'est, si vous préférez, le scénariste, l'architecte. On est là-dessus, sur ces idées-là. Et l'inconscient, c'est la zone de stockage, c'est le lieu, c'est une intelligence aussi, c'est une conscience intelligente, l'inconscient, mais qui a un fonctionnement spécifique qui est finalement à stocker d'une façon très simple mais très précise des éléments de même nature, et quelque part il est le gardien, en tout cas c'est lui qui conserve ce qu'on appelle donc nos mécanismes automatiques. Ce sont nos apprentissages. L'inconscient est la zone de stockage de tous nos apprentissages. Notre inconscient il a une intelligence de stockage, une intelligence de mise en comment dire ça? Oui, de faire en sorte que les choses de même nature concordent ensemble. Voilà cette dynamique de l'inconscient. Mais en aucun cas, c'est l'inconscient qui génère et qui crée un certain nombre de choses. Souvent, on dit ton inconscient est en train de créer des choses. Non, c'est le subconscient qui est au travail et l'inconscient qui lui fait aussi son travail d'un autre côté. Mais c'est très clair. Les choses doivent être vraiment posées de façon très claire entre l'un et l'autre. J'espère en tout cas que c'est clair pour vous et que vous en retiriez déjà de l'information importante et que ça vous nourrit. Voilà, on parlera pas plus longtemps du champ causal et de la supraconscience parce que dans notre travail, ça va demander beaucoup plus d'explications et on a vraiment pas c'est pas le but, c'est pas un cours complet, on voit ces choses-là pendant une formation et là nous n'avons pas bien sûr le temps de voir tout cela, mais vous pouvez déjà imaginer rien qu'avec ce qu'on a déjà donné l'importance de le fait de savoir comment les choses s'agencent et d'avoir connaissance donc de ces fameuses quatre structures de conscience non corporelle. On va continuer donc sur notre lancée et voir ensemble maintenant, nous en avons parlé tout à l'heure, donc des mots agissants. Quand on parle des mots vivants, quand on parle des mots agissants, parce qu'il y a des personnes qui utilisent peut-être ces termes là, ou le verbe créateur, on en a sûrement entendu parler, vous avez sûrement entendu parler de ça. On parle de quoi en réalité? On parle de mots vivants. Et un mot qui est vivant, c'est un mot qui permet au subconscient de faire que vous passiez à l'action. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un mot qui est agissant. Et nous devons donc activer des mots agissants. De quelle façon on active des mots agissants? En réalité, activer un mot, c'est le rendre agissant, c'est-à-dire créer un mot agissant. C'est le rendre agissant. Donc un mot peut être agissant ou neutre. La plupart du temps, quand nous communiquons, les mots que nous utilisons ne sont pas des mots agissants. On peut percevoir un petit aspect des mots agissants dans l'aspect plutôt négatif, souvent quand on est dans des situations un peu compliquées où on va dire des mots qui vont blesser quelqu'un.
voilà quelque part déjà une idée de ce que peut produire un mot agissant. Un mot donc qui est chargé d'une émotion, d'une intense émotion et d'une intention négative, par exemple. Voilà comment on peut utiliser les mots agissants. Évidemment, c'est pas la thématique de notre travail. On est là pour apporter du soutien, de l'aide, et évidemment, vous comprenez bien que les mots qui nous intéressent là sont des mots non pas positifs. Vous verrez pourquoi je ne suis pas moi un adepte de la pensée positive, mais je parle moi de pensée créatrice, je parle de pensée créative, donc des mots, des pensées qui peuvent agir, c'est-à-dire produire un résultat. On est encore dans cette dimension de produire un résultat. Ok, donc vous verrez aussi pourquoi c'est important de savoir que les mots peuvent être, qui sont dits dans la tête, eh bien, interfèrent avec la sphère mentale. Les mots chuchotés interfèrent avec la sphère astrale, émotionnelle donc, et les mots verbalisés qui agissent dans toutes les structures en même temps donc du corps. C'est important donc de dire les choses aussi, mais pour informer tout le corps et donc toutes les autres structures dont nous avons vu déjà tous les éléments bien décrits un par un, c'est-à-dire, rappelez-vous, les structures donc atomiques, subatomiques et ondulatoires. Voilà, nous avons vu ensemble la plupart donc de ces informations que je voulais vous transmettre dans cette deuxième vidéo, et c'est vraiment important, vous savez, de pouvoir, si vous êtes intéressé, évidemment, si vous voulez continuer à apprendre, eh bien, je vous invite donc à ce web atelier gratuit que je vous propose. Pour continuer justement, peut-être à continuer d'apprendre évidemment, mais surtout pour pouvoir avancer dans la prise de conscience de cette nouvelle hypnose. Je vous invite donc, si vous voulez faire une expérience concrète de cette pratique, je vous y invite puisque j'ai créé un atelier, donc un atelier internet, un web atelier, où nous allons prolonger évidemment ces informations que vous avez déjà eues là dans cette vidéo, et puis pour pratiquer quelque chose, pour vraiment faire une véritable expérience. On peut expliquer pendant longtemps un certain nombre de choses, mais vous savez bien que en réalité, comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots, on dit qu'une vidéo vaut 1000 images, une expérience va vous permettre de pouvoir en réalité savoir si vous êtes réellement connecté à cette nouvelle hypnose, si vous avez vraiment envie d'apprendre cette nouvelle hypnose, la meilleure façon c'est de venir et de participer à ce web atelier. Je vous y invite, donc bien sûr c'est un web atelier gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour pouvoir vous inscrire, vous remplissez votre mail, vous recevez donc bien sûr votre lien pour réserver votre place. Il n'y aura pas énormément de place, donc faites-le rapidement. Merci de votre écoute, de votre attention, et je vous retrouve dans le web atelier.